C'était le temps des sucres, puis j'avais décidé d'aller bruncher avec mon ami Philippe dans une auberge bien spéciale. Nous sommes à coin du banc. Ouais. Appelé, il n'y a pas si longtemps, Corner of the Beach. Hey, Corner of the Beach. Quand même, ben oui, parce que ça a quand même été un bastion anglophone ici. Il y a une famille en particulier qui va marquer l'esprit des lieux, qui va marquer vraiment la communauté, et c'est la famille Maybe. Une famille qui a vraiment un parcours, je te dirais, assez inusité, assez atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Hey, merci Pascal. OK, wow. Voilà, Musée vivant. ça sent l'histoire. Ça sent l'histoire. Le sens-tu? Ouais. À l'origine, c'est la famille Mabille, qui sont des protestants français et qui seront marqués, comme bien des protestants, par une certaine nuit assez sanglante, le massacre de la Saint-Barthélemy. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non. On est au mois d'août 1572 et en une nuit, il y aura une dizaine de milliers de protestants français, des Huguenots, qui seront massacrés OK. par les catholiques. Guerre de religion. Oui. Et ça va amener la famille de Pierre Mabille à s'exiler, à se réfugier Je les comprends. en Europe, oui, effectivement, pas très loin, aux Pays-Bas, où le protestantisme là-bas, à l'époque, était quand même bien présent. À partir de 1623, je fais un saut dans l'histoire, 1623, le petit-fils de Pierre Mabille va décider de traverser l'océan Atlantique et de venir s'installer en Amérique, dans le Nouveau Monde. Et il s'installe en Nouvelle-Amsterdam. Nouvelle-Amsterdam qui est aujourd'hui l'île de Manhattan, c'est New York. OK. Les Anglais vont s'imposer en Amérique du Nord à un moment donné. On va tasser les compétiteurs, ça deviendra la Nouvelle-Angleterre. OK. Alors, ils vont s'installer là à partir de 1623. Alors, ils sont... autour d'eux, il y a beaucoup d'anglophones, ça va de soi. Et c'est là qu'on va changer le nom Mabille. On va le troquer pour Maybe. Voilà. Mais ils n'auront pas fini de voyager parce qu'ils sont loyalistes. La guerre d'indépendance éclate. OK. Et les loyalistes seront défaits par les indépendantistes. Et on va retrouver la famille Maybe après la guerre d'indépendance américaine, 1785. On les retrouve dispersés dans les maritimes. Et vingtaine d'années plus tard, on retrouve Peter Maybe, le pionnier de la famille Maybe, à Corner of the Beach, 1803-1805. Lui, là, essentiellement, va gagner sa vie dans le transport maritime. La famille Maybe va aller dans les Caraïbes, en Irlande, en Angleterre et même en France. On traverse l'Atlantique avec un produit fini dans les cales. Puis le produit fini, je te laisse le deviner. La fameuse morue salée séchée. Exact. OK, ils se promènent à travers le monde pour aller vendre ça. On s'en va dans les Caraïbes, puis dans les Caraïbes, on s'en va avec du rhum, puis avec de la melasse, puis avec du sucre, puis on s'en va en Angleterre, on prend des produits finis, puis en France, c'est du vin. Il y a un commerce triangulaire, et les Maybe ont un magasin général ici. Fresh Rock Lobster, Maybe Brothers, a Corner of the Beach, Gaspé PQ. Fait que ça, c'était l'étiquette sur le canal. Forcément, exactement. Fait que mon gars... Pour le bar. Mon gars, si les murs pouvaient parler... Ouais, regarde la créature ici. Wow! Regarde la salle ici. La famille Maybe qui était ici, forcément, c'était un haut lieu d'activité économique. Et en 1930, c'est l'avènement des coopératives de pêcheurs. La mise en conserve devient de moins en moins intéressante parce que les gens sont à la recherche d'un produit frais. Et on se met à construire des entrepôts frigorifiques. OK. Alors, tout ça fait que les activités de la Maybe Brothers vont s'éteindre OK. durant les années 30. OK. Bon. Oh, tu es ici, puis... Le musée qui est là. Wow! Pas jeune, ça. Sid Maloney,
Ouais. Un autre que tu connais sans Oh, doute, qu'on voit ici, Ouais. un peu partout, hein? Une figure marquante avec son épouse, Lise de Guire. Ils vont se porter acquéreurs de la propriété en 1973, 2 ans après l'expropriation de l'île Bonaventure où ils habitaient, où est-ce qu'il y avait une auberge. C'est la chaise de M. Maloney ici, là. Ouf, je te laisse là. Hey, mon Dieu, est-ce que j'ose? Fait que Sid Maloney et sa conjointe, Lise de Guire, ils vont devenir propriétaires en 1973 de la propriété, anciennement propriété des Maybe. Puis l'année suivante, en 1974, ce sera l'ouverture officielle de l'auberge Coin du Banc qu'ils vont opérer pendant des années. Puis ici, ils ont continué leur tradition d'accueil de l'île Bonaventure à Coin du Banc. Ils ont continué cette belle tradition-là d'accueil d'artistes. On est dans la Gaspésie des années 60-70. C'est une période très effervescente. L'un des soucis qu'on connaît de M. Maloney, de Mme de Guire, suite à l'expropriation, ils sont venus sur le continent. Il ne veut pas avoir l'île d'en face, là. Carrément. Clairement pas. Il l'avait encore dans la gorge. Là. Exactement. Ben oui, c'était extrêmement dur pour eux à accepter. Alors, l'île Bonaventure, Okay. on ne la voit pas d'ici. OK. Et c'était assurément une bonne chose. C'était voulu, là. Philippe me demande tout le temps si c'est vrai mes histoires, mes BS, mes minottes. Je trouvais qu'on n'avait pas parlé beaucoup de pandémie ces derniers temps. Fait que j'ai amené mon chum Laurent visiter l'ancien sanatorium Saint-Camille de Gaspé, histoire de prendre un bon bain de soleil puis de perspective historique. On est privilégié d'être ici, je trouve. Absolument. Il y a toute une ambiance. Ouf. On peut se replonger dans les années 1950. On a construit ça à cause d'une pandémie qui va faire des ravages considérables début du 20e siècle au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. As-tu une petite idée de quelle pandémie je parle? Ben, c'est la tuberculose. C'était la tuberculose. Oui, c'était la tuberculose dans le temps. Hey, ça sent bouffe. C'est l'heure du midi Oh, approche, je tabarouette. pense. J'espère qu'ils nous ont gardé un peu. Tuberculose qu'on a aussi surnommée la peste blanche. Hey, ça, Pour te imagine. donner une idée. Maladie qui s'attaque principalement aux poumons, mais aussi à la peau, aux os des gens. Puis c'est une pandémie qui va faire des milliers de morts au début du 20e siècle. Et on va devoir construire des institutions pour soigner les gens, les amener vers la voie de la guérison. Et ce sera les sanatoriums. OK. Ça prend une cure d'air pur, d'air frais, du soleil, la mer, la montagne, pour amener les gens à ce que le virus s'éloigne, puis à ce que les gens recouvrent la santé. Mhm. Fait qu'on ne construit pas ça en ville, et on va construire ça dans les régions du Québec. Et je t'apprends peut-être rien, tu seras peut-être pas surpris d'apprendre que la Gaspésie va être l'une des dernières régions du Québec à avoir son sanatorium. On est souvent en rattrapage. Ouais, ça. À cette époque-là, on a l'Hôtel-Dieu de Gaspé, l'hôpital qui est en fonction. Il y a 25 lits réservés à des tuberculeux. C'est pas suffisant. Ben, C'est pas suffisant. Fait que Monseigneur Ross, que tu connais bien, peut-être de nom, un bâtisseur, quelqu'un qui va faire carrément de la politique à un moment donné, dès les années 1930, va consacrer temps, énergie, effort pour implanter un sanatorium. OK. Et ça va prendre du temps. La première pelletée de terre, été 1945. Mais ça va prendre Monseigneur Ross qui va partir de Gaspé, va se rendre à Québec. Il se rend à Québec au mois de juin. Il va décéder le 5 juillet, Pas croyable. Pareil, juste après. le mois suivant. Mais il y avait eu, entre-temps, le feu vert pour implanter le sanatorium sur le territoire. Et de 1945 à 1950, ça prend 5 ans À construire. à
construire. Ben, c'est immense. C'est un mastodonte. On ouvre les portes en 1950 et l'inauguration officielle se fera en 1951 avec la présence de l'honorable Maurice Duplessis qui va se déplacer pour l'événement. Puis 51, à ce moment-là, je veux dire, on n'est plus... Est-ce qu'on est encore dans la phase, de la grande phase de la maladie? Ou... Poser la question, c'est y répondre, puis on dirait que tu te doutes. Déjà en 1950, évidemment qu'il y en a encore de la tuberculose, mais c'est en recul par rapport aux années 1910, 1920 et même 1930. Regarde ça, là. Ah, écoute. Tu pouvais pas ne pas guérir. Hey, moi, je passerais un petit temps ici, là, avec un livre. Combien de livres à avoir ici? Ça, je me demande vraiment, parce que c'est tellement grand comme bâtiment, sur plusieurs étages. Je me dis, combien il y avait de monde, tu sais? On va passer de 25 lits réservés à l'ancien Hôtel-Dieu à 400. 400. Fait qu'il y a des photos d'archives ici, là, où on est, où on a le privilège d'être. On voit des lits. T'as déjà vu ça? En noir et blanc, tu sais, la photo. Noir et blanc. Les lits sont tous alignés. Ouais. Parce que les gens avaient leur chambre ici, c'est juste ça, derrière nous. Mais oui. On devait sortir les lits. Puis les gens avaient accès au soleil, à la mer. À l'air. On est probablement les derniers témoins de cette époque-là avec le bâtiment original. C'est la seule partie qui est restée originale, donc ça va disparaître. Je veux dire, c'est un privilège, comme tu disais, d'être là. Le look le cachait. Pascal, j'ai une petite surprise pour toi. Comme petite surprise. J'ai fouillé dans mes affaires. À un moment donné, je suis tombé par hasard sur un petit livret de catéchisme. Ah. Le catéchisme du tuberculose. C'était publié, ça, en 1908 par la Ligue anti-tuberculose de Montréal. Regarde ça. C'est tout petit, puis ça parle de ça. Quand on tourne les pages, qu'est-ce que ça notarium? Oui. Une définition. C'est une institution particulière pour le traitement de la tuberculose pour le repos au grand air sous une surveillance médicale. On s'habille, puis je vais aller te présenter une petite surprise à mon tour. Ah ben, maudit, j'ai hâte. Allez, let's go. Ah ouais, on y va. Je connais pas les bénéfices médicaux réels de construire les sanatoriums en hauteur comme ça a été fait. Mais une chose est sûre, les malades ne vont pas chercher l'adresse longtemps quand ils arrivent à Gaspé.